Mes amis, on retrouve Yves-Marie Adeline, mon chouchou, mon bouc émissaire préféré. Ah oui. Et je sors d'une émission sur le pédosatanisme avec Édouard Husson. Donc, on a parlé de souffrance. Et donc, aujourd'hui, avec Yves-Marie Adeline, on va parler comme on l'avait prévu, puisque vous savez qu'Yves-Marie Adeline est l'auteur de ce livre absolument insupportable, cet ouvrage libertin qu'on appelle l'économie encadrée. Libertin de la part d'un libertarien. Et libertarien et libertin, c'est pas la même chose. Et donc, je voulais qu'on parle du monopole de l'émission, enfin de l'émission monétaire en général, de l'émission de monnaie, donc, et en particulier du monopole de l'émission monétaire par l'État, parce que je sais que c'est un sujet qui obsède plein de gens. Il y a quelques sujets comme ça, on se dit, mais ça n'existait pas avant. Par exemple, le pédosatanisme, c'est devenu une obsession chez certains, alors que plus personne ne parle de Dieu. Et le monopole de l'émission monétaire par l'État, c'est aussi devenu une obsession chez certains qui répètent à l'envi ah, mais s'il y avait le monopole de l'émission monétaire confiée à l'État, on irait bien mieux. Avec tout ce que vous dites vous-même, c'est il faut que l'État puisse emprunter à 0% auprès de la Banque centrale. Nous irions bien mieux. Et je voulais que vous m'expliquiez pourquoi vous dites toutes ces choses et pourquoi vous pensez toutes ces choses. Je pense quand même que pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent, il faudrait rappeler deux, trois choses. Évidemment, pour quelqu'un comme vous, parler de monopole de l'émission monétaire, c'est déjà parler de l'État, c'est-à-dire tout ce que vous détestez. Oui. Mais c'est normal. C'est même normal, vous êtes liégeois, ça n'a jamais été un État. Bon. Donc, vous ne savez pas ce que c'est qu'un État. Nous sommes le plus vieil État d'Europe, sur les ruines de l'Empire romain, hein, disons. C'est le royaume de France qui est resté, voilà, qui s'est édifié, on va dire, pour choisir des dates comme ça, 20 ans après la chute du dernier empereur d'Occident. Et donc, nous savons bien ce que c'est que l'État. Et puis, je vous signale quand même, que moi je vous coupe, mais je vous signale quand même que ce sont des Liégeois qui ont créé l'État en France. Alors, avant ces fameux Liégeois, nous n'avions pas, nous les Gaulois, de tradition de l'État. Ça n'existait pas. C'est Rome qui nous a enseigné ce que c'est que l'État et ce que c'est qu'un chef d'État. Et c'est le grand paradoxe de l'histoire de France, c'est que il est vrai que nous sommes des Gaulois réfractaires, hein, comme dirait l'autre, mais en même temps, nous avons offert, grâce à cet héritage romain, nous avons offert au monde la figure la plus aboutie, probablement, de ce que c'est qu'un État sain. Je ne parle pas, bien sûr, de l'empereur de Chine ou autre, mais disons, nous avons une notion de l'État qui est extrêmement élaborée. Nous sommes un pays de juristes, par exemple. Hein. On dit toujours, un grand poète du XVIe siècle, Du Bellay, disait « France, mère des arts, des armes et des lois ». Alors, pour comprendre la question soulevée par la monnaie et notamment le problème de l'euro, je pense qu'il faut rappeler un autre auteur d'ailleurs du XVIe siècle qui s'appelait Bodin et qui disait « L'un des signes de la souveraineté, c'est la capacité à battre monnaie ». Ça veut dire que à l'intérieur de votre domaine, on reconnaît une monnaie parce que l'État a décidé que c'était la monnaie d'échange. Alors, bien sûr, Rome, du moins dans le Bas-Empire, c'est-à-dire sous le Bas-Empire, c'est-à-dire dans ces tout derniers siècles d'existence, n'a pas donné le bon exemple, on en a parlé déjà, mais parce que ces pièces d'argent étaient de plus en plus trafiquées, elles ne correspondaient pas réellement à la richesse produite. Pourquoi ? Parce que l'Empire avait cessé de s'étendre, et comme il vivait beaucoup de ses rapines, il faut appeler les choses par leur nom, il a bien fallu que la monnaie, sans laquelle, c'est un peu le sang qui circule dans les artères, sans laquelle l'économie ne fonctionne pas, il a bien fallu en émettre, mais on en émettait de moins en moins en argent. Je ne parle pas de l'or. L'or, vous ne pouvez pas trafiquer l'or, mais vous pouvez trafiquer les pièces d'argent. Et
Jean Bodin avait dit l'un des signes de la souveraineté, bon, il y en a un qui est capital, c'est la possibilité de faire la loi, quitte à ce que cette loi défasse la précédente. Donc, le seul pouvoir politique, c'est le pouvoir législatif. Il n'y a pas de pouvoir exécutif. Hein. Tout ça, c'est des idées d'ailleurs que reprendra Rousseau dans un tout autre esprit, mais pour contredire Montesquieu, qui lui parle de deux pouvoirs, il faut monter le pouvoir contre le pouvoir. Non, Bodin disait il y a un seul pouvoir, c'est celui de faire la loi. Et un signe de la souveraineté, c'est le fait d'émettre de la monnaie. Alors, cela dit, et je vais vous laisser tranquille, mais je pense qu'il faut aller au bout de cette affaire. Quand nous avons adopté l'euro, c'est une période que j'ai bien connue parce que j'étais directeur de cabinet de Jean Arthuis, qui était un europhile convaincu et convaincu aussi que l'euro nous émanciperait du dollar. Or, précisément, l'Europe ne parvenant pas à devenir un État, puisqu'il y a une seule condition pour faire un État, c'est une politique étrangère incontestée. C'est la seule condition. On peut parler plein de langues, on peut de tout ce que vous voulez. On peut même être une fédération avec des lois différentes dans chaque État. La possibilité d'avoir une politique étrangère fait un État. Et comme l'Union européenne n'a jamais pu constituer un véritable État, alors aujourd'hui, c'est un protectorat, donc c'est pas tout à fait pareil. Elle ne se décide pas souverainement, elle suit en fait l'Empire américain. Elle n'a pas d'autre choix. Mais il croyait, lui, que compte tenu de la masse que représentait la production européenne, eh bien, l'euro allait devenir la monnaie concurrente de dollar. Or, en fait, elle ne l'a pas été. Le dollar reste, bon, alors, il y a tout un processus de dédollarisation, c'est encore un autre contexte avec les BRICS, etc. Mais, à cette époque, moi, que je suis rentré au service d'Arthuis, j'étais pas du tout maastrichtien, mais lui, il était énormément. Et on était en plein référendum, en pleine campagne pour le référendum. Et je me souviens de gens qui étaient partisans du traité de Maastricht. Je pense par exemple à Besson, qui était le maire d'Annecy et qui a été ensuite ministre sous Balladur, qui disait « Je peux comprendre une chose, pour ceux qui sont contre notre projet, c'est quand même difficile d'abandonner la souveraineté monétaire, parce qu'avec l'euro, évidemment, nous renoncions à la souveraineté monétaire. Mais donc, passons là-dessus. Il y a une chose qui contredit un peu Bodin. Je ne voudrais pas vous faire un cours à notre téléspectateurs. Mais je vous laisse dérouler vos arguments. Voilà. Il y a une chose qui contredit un peu Bodin. Je choisis deux événements un peu de même nature, qui montre que le fait d'avoir partagé notre monnaie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais à partir de, si et seulement si, comme on disait en cours de maths, si et seulement si la France disposait du droit de veto à l'ONU, etc., le fait d'avoir partagé notre souveraineté monétaire nous a protégés en 2003. Je m'explique. Quand il y a eu la crise de Suez, en 1956, vous savez que les Américains ont forcé les Anglais à sortir de Suez. Nous avions repris le contrôle du canal sur l'Égypte de Nasser et les Américains ont menacé les Anglais de procéder à une vente massive de livres sterling, une attaque, autrement dit, sur la monnaie, une guerre des monnaies, si on peut dire, une forme la plus brutale possible de la guerre des monnaies. Et les Anglais se sont retirés de Suez. On a été obligés de suivre, évidemment, parce que de toute façon, c'était un condominium franco-anglais. Et on voit là que le fait d'avoir été souverain sur sa monnaie ne fragilisait en fait nos nations épuisées par les deux guerres mondiales face à l'Amérique. Au contraire, en 2003, quand Chirac, c'est la seule bonne chose qu'il ait faite dans sa carrière, et il faut quand même le lui reconnaître, quand Chirac a fait entendre la voix de la France dans le projet américain d'envahir l'Irak avec un mandat de l'ONU, il a dit si vous achetez ce mandat, nous poserons notre veto. Donc, vous n'aurez jamais le mandat de l'ONU pour envahir l'Irak. Je me souviens que des journalistes avaient interrogé Chirac, président, en disant « Ne craignez-vous pas des représailles ?» Et Chirac avait répondu « Quelles représailles, puisque nous sommes dans un système intégré. Donc, les Américains ne peuvent pas se casser les dents sur l'ensemble de cette Union européenne. » Donc, il fallait un peu exclure l'Angleterre, puisqu'elle n'a jamais totalement appartenu à cet ensemble. Elle a toujours conservé sa monnaie. Et donc, bizarrement, le fait d'avoir partagé notre souveraineté monétaire nous a élargi probablement notre capacité diplomatique. Je parle d'un temps que les moins de je ne sais pas quel âge ne peuvent absolument pas imaginer, l'époque où la France pouvait prendre la parole dans le monde. Mais
a élargi notre capacité de parler, d'agir. Ça, c'est vraiment un paradoxe et qui remet un peu en question, sachant que l'économie n'est pas une science, qui remet un peu en question l'idée de Bodin. Mais vous, je pense que votre problème, il est différent. Nous, la grande question. En fait, je vous suggère de ne pas parler à ma place. Moi, je vous laisse parler. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de me laisser m'exprimer en mon nom et ne pas me prêter des propos que je ne tiens pas, parce que, en fait, dans ce que vous dites, en fait, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. Parce que moi, vous me parlez de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir une monnaie européenne ou une monnaie française. Mais ce n'est pas exactement la même chose que l'émission de la monnaie par l'État. Et c'est même très différent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on décide d'avoir un franc français, on l'appelle comme on veut, ça ne me pose aucun problème. C'est pas parce qu'on décide d'avoir une monnaie nationale à la place de l'euro qu'on doit confier le monopole de l'émission de cette monnaie à l'État. Et ce sont deux notions différentes. Moi, j'ai toujours dit, l'euro nous cache la misère française, et si on veut relever la France, il faut revenir à une monnaie nationale avec tout ce que ça comporte, et ça nous permettra enfin de casser toutes ces choses ahurissantes comme la sécurité sociale, qui sont des machines de contrôle et d'avachissement, parce que nous serons ruinés en 3 mois si nous ne brisons pas les coûts de production lorsque nous reviendrons à une monnaie nationale. Donc moi, ça me va très bien. Mais ce n'est pas pour ça que l'État doit avoir le monopole de l'émission monétaire. Parce que qui émet de la monnaie aujourd'hui ? Les banques auprès desquelles vous empruntez de quoi aujourd'hui, acheter votre jolie maison. Aujourd'hui, nous avons de la chance, il y a une concurrence entre les monnaies. Et moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez, c'est pour ça que je suis pour une monnaie nationale. Mais il y a une concurrence entre monnaies. Effectivement, la banque crée de la monnaie lorsqu'elle vous accorde un crédit. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Si vous voulez acheter des francs suisses, des monnaies étrangères, vous pouvez acheter des monnaies étrangères. Moi, ce qui me gêne dans l'expression monopole de l'émission monétaire confiée à l'État, c'est qu'au fond, on part du principe, c'est le projet de l'euro numérique, qui fait d'ailleurs rugir les banques commerciales qui disent, mais aujourd'hui, si c'est vous qui produisez de l'euro numérique, eh bien, nous ne pourrons plus produire d'argent. Nous ne pourrons plus produire de monnaie, parce que vous seul aurez le monopole, enfin vous aurez le monopole de l'émission monétaire, et vous pourrez tout contrôler. Et donc moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un glissement de sens et qu'on confond souveraineté monétaire et émission monétaire, et que dans cette espèce d'affirmation béate, là je vais voir, le monopole de l'État c'est bien, qui est une connerie, parce que les mêmes disent et abat l'euro numérique qui est un outil de surveillance. Mais que l'euro, que la monnaie numérique, qu'elle soit européenne ou française, c'est le monopole de la création monétaire confiée à l'État. Et ça, c'est un outil de contrôle dont je ne veux pas. Je partage votre point de vue, mais comme vous ne lisez pas les articles que je publie sur le Courrier des stratèges, ça vous est même pas que vous écriviez dans le courrier. J'ai publié il y a déjà longtemps un article sur l'euro numérique. Alors, je ne parle pas de vos grands spécialistes qui en parlent beaucoup en ce moment. Moi, il y a un certain temps que je disais attention à l'euro numérique, qui est la meilleure manière, évidemment, de vous vider les poches. Oui, mais c'est parce que c'est une monnaie dont l'émission est monopolisée par l'État. Alors, c'est un État qui abuse de l'État. On en revient à notre conversation. Non, mais ce serait on aurait une monnaie française. Donc, on sort de l'euro. On a une monnaie française. La Banque de France décide de créer un franc numérique. On a le même problème d'abus de pouvoir. Je suis bien d'accord. Mais on est toujours sur le même problème entre vous et moi. Pour moi, l'État, c'est la langue des hommes, c'est la meilleure et la pire des choses. Ça ne dépend que de la façon politique que nous avons de considérer l'État. Et vous savez que moi, je suis un monarchiste. Bon. Et donc, bien sûr que ça peut être la pire des choses, l'État, ça peut être l'URSS aussi, c'est un État, enfin c'était un État. Donc, je suis tout à fait d'accord.
c'est vrai que j'avais tiré la sonnette d'alarme, je peux vous le retrouver cet Non, non, article. mais je me souviens très bien de cet article, Ah mais oui, je sur l'ai fait l'euro. moi-même, j'ai Oui, écrit un chapitre de livre sur l'euro numérique, je suis un adversaire de l'euro numérique, oui, oui. mais Moi parce que aussi. je suis un adversaire du monopole de l'émission monétaire par l'État. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes tous les deux des adversaires, mais pour deux raisons. Pour vous, c'est une raison extrémiste. C'est-à-dire que vous n'aimez C'est pas vrai que l'État. défendre la liberté, c'est extrémiste. Oui, oui, parce que alors c'est là on va tourner en rond parce que je vais vous répondre ce que je vous ai déjà répondu, à savoir que sans la loi, sans le pouvoir régalien, il n'y a pas de liberté possible d'un point de vue politique, civique, etc. Mais on est bien d'accord, je suis d'accord avec ça. Après, ce qui fait peur, disons, avec l'émission monétaire par les banques privées, les banques commerciales. Euh, Outre le problème de la question de savoir s'il ne faudrait pas faire comment dirais-je, une fermeture, enfin, instaurer une sorte de mur entre les banques de dépôt et les banques commerciales à proprement parler, enfin les banques spéculatives, quoi. Parce que bon, l'affaire, la crise des subprimes, par exemple, bon, là on est dans cette question-là. Mais c'est d'ailleurs, on ne peut pas y répondre très facilement, parce que si on s'amuse à faire ce mur de séparation, on peut empêcher l'économie de bien fonctionner, parce que les banques commerciales manqueraient de liquidités, justement, pour faire fonctionner l'économie. Euh, bon, enfin ça, on peut parler comme ça à l'infini. Ben, Moi, je suis... Oui. reste quand même ce sujet de fond, qui est que quel que soit le modèle national ou pas, le principe de base de notre vie, le plus souhaitable, c'est la concurrence entre les monnaies. Mais vous allez... Excellent livre écrit par Friedrich Hayek en 1976 pour critiquer la création de l'euro. Enfin, rappelons-le, ce Oui, que oui, oui. Hayek, lorsque dans les années 70, on commence à parler d'une monnaie unique en Europe, Hayek écrit un livre qui s'appelle La concurrence entre les monnaies, où il dit mais la monnaie unique est une connerie. Au contraire, il faut mettre les monnaies en concurrence. Et c'est un modèle qui me paraît vertueux. Et Avec je le... suis étonné que les apôtres du monopole de l'État soient en même temps des adversaires de l'euro, puisque l'euro est la réalisation d'un monopole monétaire. Attendez, alors, je commence par la première affirmation que vous avez tenue. Euh, Vous oubliez le risque de guerre d'échange, de guerre des monnaies. Et dans une guerre comme celle-là, la France ne serait pas forcément la mieux placée. Bah, Voyez. c'est là aussi, cet argument me désarçonne, parce que si je reprends ce que dit François Asselineau sur sa vision du Frexit, c'est on aurait une monnaie française, on pourrait baisser le taux de change pour ne pas avoir à réduire la protection sociale pour rester compétitif. L'argument d'Asselineau, c'est de dire on va faire de la dévaluation comme outil de compétitivité. C'est-à-dire que c'est l'argument on va faire la guerre des monnaies. Alors, Et vous aurez beaucoup plus de guerre des monnaies. Mais je le redis, moi je suis pour qu'on sorte de l'euro, hein, que soit clair, mais c'est pas pour le dévaluer. Et je vois bien que Asselineau, c'est un fonctionnaire, fondamentalement, c'est pas un patrimonial. Et lui, que Jojo le taxi se soit fait son épargne retraite en achetant sa licence de taxi à Paris à 180 000 euros, ça ne le gêne absolument pas qu'on dise on va dévaluer. Parce que de toute façon, lui, il compte vivre des émoluments de l'État qui resteront permanents. Et il n'a absolument pas à l'esprit que sa technique conduit à ruiner tous ceux qui forment un petit capital, un petit patrimoine. bah, Mais c'est bien l'argument, on va faire la guerre des monnaies. non, non, on peut imaginer une autre solution qui est la monnaie écran. C'est-à-dire que dans vos échanges internationaux, vous vous servez d'une sorte de monnaie commune, si vous voulez, non pas de monnaie unique, mais d'une monnaie commune. Le dollar, par exemple. Non, non, mais là, l'euro, par exemple. Oui. Non, d'une monnaie commune que serait l'euro, et c'est une sorte de point de passage pour les transactions de change de gros montants, disons. Non, mais moi, attendez, moi, j'ai pas de problème là-dessus, hein, Et sauf que là, vous vous êtes connaissez. d'accord, mais c'est pas Oui, Asselineau, moi, ça. non, non.
mais moi je suis d'accord avec votre modèle, en gardant à l'esprit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Chasse la bonne, oui, c'est vrai. Et que si vous faites un système de ce genre, vous êtes à peu près sûr que les gens vont thésauriser de l'euro parce qu'il aura de la valeur, et que la monnaie française livrée à tous les dépensiers qui vous expliquent mais la dette est une invention, vive l'État, il faut s'endetter, etc. Non, Ces gens-là vont ruiner la monnaie nationale, parce que si non. vous la mettez en concurrence directe avec une monnaie qui a de la valeur, les gens vont garder, vont thésauriser la bonne monnaie. Mais Ce qui, moi, justement, me paraît souhaitable, enfin utile, intelligent. Mais il faut garder à l'esprit que dans tous les cas, et c'est pour ça que je voulais vous interroger sur un deuxième sujet, puisqu'ils sont liés en réalité, même si tout le monde ne le comprend pas, c'est la fameuse question de, vous répétez régulièrement, cette ânerie qui a contaminé beaucoup d'esprits, sur laquelle il faudrait que l'État puisse emprunter à 0% auprès de la Banque centrale. Voilà. Et on sait ce que ça veut dire dans un système comme celui que vous décrivez, où il y aurait une monnaie de référence. Écran, oui, monnaie écran. Et il y aurait des francs français. Ces francs français dans un État qui emprunte à 0%, c'est exactement comme moi, si vous voyez que je suis un dépensier. Si mon banquier me dit le taux d'intérêt est à 0%, je me surendette immédiatement. S'il me dit c'est à 5%, j'emprunte beaucoup moins. Et donc, dès lors qu'on décide qu'on va emprunter à 0% auprès de la Banque centrale, parce qu'on ne peut pas faire d'efforts, monsieur, on est fatigué, on fait 35 heures semaine, vous savez, c'est trop dur la vie. Donc, laissez-nous emprunter à 0%, on est absolument sûr que la dernière fois qu'on a emprunté, même pas à 0%, mais à moins de 0%, c'est-à-dire à taux négatif, c'était en 2021, grâce à l'euro, et on s'en est ressorti avec 600 milliards de dettes en plus, en 2 ans. Mais non, mais parce qu'on et donc on sait que si on descend à 0%, la dette va exploser et qu'on va tuer la monnaie nationale, parce que personne ne voudra d'une monnaie argentine. Mais oui, là, les gens préfèrent le dos en Argentine. Qu'est-ce qui a ruiné l'Argentine? C'est le même scénario que la France. C'est une faible capacité de production industrielle. C'est un pays qui importe beaucoup plus qu'il exporte, avec une monnaie, un pays surendetté, l'État est surendetté, et donc personne ne garde de la monnaie parce qu'il y a une inflation permanente, et les gens conservent le dollar. Les Argentins, ils thésaurisaient le dollar, et la monnaie argentine, ils s'en servaient pour acheter des bonbons. Et c'est ce qui va se passer si on emprunte à 0%. Mais non, mais le fait que vous empruntiez à 0%, n'empêche pas que vous faites une dette, que vous contractez une dette. Le problème de... Mais elle coûte moins cher que si vous empruntez à 5%. Yves-Marie, je suis sûr que vous-même, dans vos finances personnelles, vous êtes en mesure de comprendre que si la banque vous dit on te donne 1 million et tu le rembourses à ton rythme mais sans intérêt, vous allez le prendre beaucoup plus vite que si on vous dit on te donne 1 million à 5%. Ça, je vous garantis. Mais oui, mais d'accord, mais là, c'est des figures théoriques, permettez-moi de vous le dire. Le drame de l'emprunt. C'est pas théorique, c'est ce qui s'est passé en Europe il y a 2 ans, il y a 3 ans. Non, mais dans la pratique, oui, alors j'ai jamais soutenu le quantitative easing, jamais, évidemment. Non, mais le drame de l'emprunt sur les marchés, c'est que les intérêts de la dette enflent à n'en plus finir. Et surtout nous, et surtout en ce moment où nous sommes... je ne crois pas, Yves-Marie, je ne pense pas. Moi, et à ce moment-là, on rembourse les emprunts, on rembourse jamais les dettes. Yves-Marie, quand j'étais petit, c'est-à-dire quand j'étais fonctionnaire, quand j'étais haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation, je me souviens que les intérêts de la dette, c'était 70 milliards par an. Et que au cours des années 2010, on est tombé, grâce notamment à des emprunts indexés sur l'inflation, grâce à des techniques de rééchelonnement de la dette qui ont été très bien maîtrisées par l'agence France Trésor, on est tombé à un remboursement un service de la dette, comme on dit, de 40 milliards. C'est-à-dire qu'entre 2004, 70 milliards, et jusqu'il y a 2 ans, on était à 40 milliards, on est parvenu à gérer une diminution extrêmement forte des intérêts de la dette. Entre-temps, il y avait eu la crise de 2008. Oui,
où là aussi, pour sauver le pays, Nicolas Sarkozy a fait de mémoire 600 milliards de dettes, quelque chose comme ça d'un coup. Mais parce qu'au fond, on n'avait pas le choix à l'époque, et je ne défends pas Sarkozy, mais on n'avait pas le choix. La différence, c'est que tout le monde, le problème avec cette crise de 2008, c'est que tous les États européens ont fait la même chose que la France. Enfin, la France a fait la même chose que tous les autres États européens. Elle a augmenté ses dépenses, elle s'est endettée. La différence, c'est que les Allemands, les Hollandais, dès 2010, ils ont tapé dans leurs dépenses publiques pour réduire leurs dettes. Et que nous, on expliquait, oui, mais nous, on n'est pas capable, c'est trop compliqué, c'est dur, puis notre vie est dure, vous savez. Et donc, on a refusé de faire les efforts que les autres sont parvenus à faire. Mais là encore, vous me prêtez des idées qui ne sont pas les miennes, mais je vous renvoie le compliment que vous m'aviez adressé tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord que nous avons un énorme problème de dépenses publiques et nous avons un énorme problème de production que n'ont pas les Allemands. Alors, ils ont une crise de l'énergie en ce moment, évidemment, du fait de leur inféodation à la diplomatie américaine, et que n'ont pas les Hollandais, qui, du moins, pour tout ce qui concerne les produits à très haute valeur ajoutée, sont vraiment en pointe. Donc, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Nous, on a un problème de production qui est dû à plusieurs choses, comme vous le savez, on en a déjà parlé, le coût exorbitant du travail, l'effondrement de la formation de notre jeunesse, etc. Mais ça, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Et nous refusons de faire des coupes sombres dans les dépenses publiques. Je suis parfaitement d'accord de ce point de vue-là. Je suis parfaitement d'accord. En fait, ce qui nous distingue, c'est pas tellement que nous ayons deux analyses divergentes sur les causes de notre marasme. Ce qui nous distingue, c'est que vous avez sans doute, selon mon point de vue, des solutions qui sont plus drastiques que les miennes, probablement. Je pense que là, avec vous, si on vous suivait, on partirait à l'aventure. Alors, non, mais ça, c'est ce que disent tous les Français pour expliquer qu'ils vont toucher à rien. Voilà. Et que finalement, vivre en je reconnais en vous le vieil aristocrate, puisqu'il est de bon ton à Paris, spécialement quand on est aristocrate, de vivre au-dessus de ses moyens et d'expliquer que ce n'est pas très grave. Et il est de bon ton quand on appartient à votre classe sociale, au fond, de répéter à longueur de journée un dicton qui est « qui paye ses dettes s'appauvrit ». Mais vous savez que ce n'est pas mon point de vue. Et puis alors, en plus, vous faites une confusion entre une classe sociale au sens moderne du terme, c'est-à-dire qui inclut un pouvoir d'achat, et mes origines familiales qui ne correspondent plus du tout, malheureusement, à cela. Je ne suis pas le duc de Castres, la tête du groupe AXA. Hein, donc, voilà. Non, mais il y a une mentalité très française qui est de dire mais on va quand même pas faire des efforts pour des problèmes d'argent. Enfin, voyons, tout ça n'est pas sérieux. Mais c'est vrai parce que les Flamands et autres Liégeois sont avant tout des gens de boutique, hein, et les Français sont des gens d'épée, voilà, et de loi. Là aussi, on rappellera quand même que c'est la noblesse liégeoise qui a fait la France, puisque les Liégeois sont à l'origine de la noblesse franque. Oui, oui. Simplement. Alors, les Liégeois, d'ailleurs, ne sont pas exemplaires en termes de dépenses publiques, bien au contraire. Je crois d'ailleurs que Liège doit être la ville de Belgique la plus endettée. Mais effectivement, les Flamands, comme les Hollandais, comme les Allemands, partent du principe qu'on ne peut pas laisser prospérer des dépenses de l'État au point qu'elles deviennent incontrôlables et qu'elles se font des petits toutes seules, si j'ose dire. À un moment donné, ça devient de la parthénogénèse. Ou alors, on se rembourse sur ses voisins, c'est ce qu'a fait l'Allemagne d'Hitler, hein, puisque l'Allemagne n'avait pas du tout les moyens de la politique d'Hitler, qui ressemblait à bien des égards à celle du président Roosevelt, hein. Mais on est bien d'accord. Non, mais encore une fois, nous sommes d'accord sur tout. Je pense que ce sont vos préconisations qui me semblent extrêmes. Voilà. Non, elles ne sont pas extrêmes, et mes préconisations ne sont pas extrêmes, elles sont radicales.
Et c'est Oui, très atteindre le différent. mal à la racine, c'est ce que vous Moi, voulez dire. je ne suis pas un extrémiste, je suis un radical. Je pense que quand un problème se pose, il faut le régler. Alors, donc, un jour ou l'autre, on est bien d'accord que l'euro, il n'a pas une durée de vie éternelle. Le vrai problème qui se pose pour des gens raisonnables comme moi, c'est la sortie concertée ou la sortie non concertée. Une sortie non concertée, c'est dramatique. Une sortie concertée, ce serait différent. On serait tous dans le même bateau. Et bon, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que c'est quasiment dogmatique, hein, Hum. l'euro, mais qu'un jour ou l'autre, il y aura une crise de l'euro, notamment liée au fait qu'on a fait fonctionner la planche à billets qui ne correspond plus à grand-chose. On n'y est peut-être pas encore, vous êtes peut-être un visionnaire. Je répète ce que je vous ai déjà dit, je ne me crois pas du tout infusé de sciences exactes sur ces questions-là. Je vous écoute avec grand intérêt et c'est peut-être vous qui avez raison contre moi, vous voyez, hein. Non, non, mais moi, je suis pas là-dessus différent de ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, il vaut mieux une sortie concertée parce que c'est le bon sens, mais qu'il y aura une sortie forcée, non contrôlée, imposée, parce que nous ne sommes pas dirigés par des gens raisonnables et que, par ailleurs, les Français font n'importe quoi, il faut bien le dire. Et quand on voit que le déficit qu'on nous annonce sera de plus de 6% pour 2024, alors que nous étions engagés à faire moins de 5%. Oui, déjà, et avant, c'était 3. Voilà. Et donc, quand on voit que notre déficit devrait déraper à au moins 6,4% en 2024, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en position de gérer nos dépenses publiques, je pense qu'il y aura beaucoup plus vite qu'on ne croit une explication. C'est les Allemands qui vont nous sortir de la zone euro parce qu'ils vont protéger leurs épargnants et ils auront raison. Et lorsque les Français, je vois beaucoup de Français qui répètent en boucle, vous savez, c'est pour moi, j'ai l'habitude maintenant de dire quelque chose qui me vaut des torrents d'insultes, parce que je vois que je touche une corde sensible, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui en France sont pratiquement sous l'effet de narcotiques. C'est-à-dire qu'ils veulent trouver des gourous et qu'ils regardent comme on regarde un tambour de lave-linge en disant vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Parlez-moi encore 2 heures de suite. Asselineau joue à fond là-dessus. Moi, j'ai eu Asselineau à la maison qui m'a expliqué, mais si vous dites la vérité aux gens, ils voteront pas pour vous. Oui, voilà. Mon petit François, vous nous expliquez qu'on est dirigé par des brels, mais enfin, bon, là, vous venez de me donner une belle définition de ce qu'est une brêle. Bon. Et je vois bien combien les gens adorent Asselineau, parce que Asselineau, au lieu de leur dire la vérité, leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Et d'une certaine façon, je me félicite de ce qui arrivera à tous ces gens qui aujourd'hui me disent « Ah, vous êtes un affreux Jojo, vous êtes vraiment un sale mec, vous dites des trucs, vous nous dites pas qu'on est magnifique et qu'on est extraordinaire. » Je me réjouis que ces gens-là meurent de faim dans 2 ans. Voilà. Et au moins, je ne souhaite pas qu'ils meurent de faim jusqu'au bout, mais j'irai contempler le spectacle de la misère dans laquelle leur folie, leur bêtise, va nous jeter et va jeter le pays, parce qu'aujourd'hui, croire qu'on peut sortir de l'euro sans faire d'efforts et sans taper dans nos dépenses collectives, c'est du suicide. Voilà. Et j'en veux aux hommes politiques comme Asselineau qui ne disent pas clairement aux gens on va faire le Frexit, mais il va y avoir un prix à payer. Et je le redis, moi, Asselineau, il m'a dit à la maison, hein, il était devant moi, on mangeait un bar sauvage de très grande tenue, et il disait, mais si vous leur dites ça, ils ne vont pas voter pour vous. Et cette vieille politique qui nous mène à la ruine, je trouve ça insupportable que les Français en soient gaga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous leur dites, mais vous avez bien compris que ça ne va pas se passer comme ça, ils disent, ah, vous êtes méchant, ah, vous êtes un libéral, ah, vous êtes macroniste. Non, je te dis la vérité, c'est tout. Et tu ne veux pas l'entendre. Voilà, non, on peut avoir une position mesurée en disant qu'il ne faudrait pas qu'on meure guéri, voilà. C'est-à-dire que les remèdes soient tellement des remèdes de cheval qu'on en mourrait. Le remède de cheval, il va arriver avec des raisonnements comme le vôtre. Il sera imposé. Et moi, ce qui me gêne dans ces raisonnements, c'est qu'on oublie que la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que vous avez peur des remèdes de cheval que vous ne serez pas obligé de l'avaler. Et il sera bien pire avec vos raisonnements qui font qu'on est « Ah non, mais on va quand même pas régler le problème. On est français, nous, vous savez, on est des petites choses. On peut pas faire comme les Allemands. » Et à la fin, ce sera pire
Et en termes de cohésion sociale, de souffrance pour le peuple, cette espèce d'atermoiement permanent qu'on a en France sera extrêmement redoutable. Bien plus redoutable qu'une capacité à dire il y a un problème, il faut le régler avant qu'il ne nous explose à la figure et qu'il ne soit plus contrôlable. C'est le problème de la démagogie. Je partage votre point de vue, mon cher Éric. De mon point de vue, ce n'est pas le problème de la démagogie, c'est l'héritage de cette culture d'une élite française, d'une élite gauloise, qui dit toujours non, mais il faut la modération, c'est bien, la vérité est entre les deux extrêmes, quel que soit et cette mentalité de l'ancien monde, je me félicite qu'elle disparaîtra avec la crise qui va arriver. Mais elle nous plombe aujourd'hui parce qu'on est en train de faire croire que dire les Allemands sont parvenus à réduire leur dette en 2011, mais nous, si on faisait la même chose, ce serait de l'extrémisme. Je ne comprends pas. Ouais. Non, moi je ne dis pas ça. Vous allez trop loin. Pas ça, je vous taquine, mais c'est. Oui. Bon, eh bien, il y a eu du débat aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous attendiez. Hein. Mais non, mais je considère qu'on a un travail de pédagogie à faire sur ces questions de contrôle de l'émission monétaire et d'endettement à 0%, parce que je vois combien il est facile de dire à des gens surendettés « Ah non, mais on supprimerait les taux d'intérêt, vous seriez moins pauvres. » Oui, enfin, je me serais aussi beaucoup plus endetté. Et je crois que c'est nécessaire d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de baguette magique. Voilà. On n'a pas parlé de la crise des signats. Ce que je souhaiterais, c'est que la semaine prochaine, nous reparlions de l'emprunt à 0%, de l'inflation et des assignats, puisque ce qu'on ne dit pas, c'est que emprunter à 0%, ça consiste quand même à faire tourner la planche à billets. Et on l'a fait en 1792. Ça ne nous a pas bien réussi. Oui, mais vous voyez qu'on revient toujours à la même question. Je répète ça indéfiniment. Nous n'avons plus suffisamment le flux de la production. À partir du moment où on peut produire des richesses, vous arrivez à nourrir ça. Cette dette devient quasiment vertueuse. Enfin, vous voyez, à partir du moment où vous ne produisez plus rien, alors vous êtes dans l'avachissement, comme vous le dites vous-même. C'est là que la dette est mortelle. Bon, on parlera industrialisation la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez nous expliquer en quoi, je le redis, votre économie encadrée, quelles sont les solutions que vous proposez pour réindustrialiser la France. Et ce sera l'occasion de refaire un débat. D'accord. Merci Yves-Marie. Merci, à bientôt Éric.